Mes parents ont secrètement couvert le fait que ma sœur avait couché avec mon mari, qualifiant cela de « simple erreur » pour ne pas la stresser pendant sa grossesse. Je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans et jusqu'à il y a quelques jours, je pensais avoir une vie relativement normale, bien qu'un peu distante sur le plan émotionnel. Je viens de recevoir la révélation la plus choquante de toute mon existence. Mais avant d'entrer dans les détails sordides de l'implosion de mon monde, laissez-moi vous parler un peu de la dynamique de ma famille. Vous voyez, j'ai toujours su que je n'étais pas la favorite. Personne ne me l'a jamais dit directement. Mais les mots sont inutiles quand on le sent au plus profond de soi. C'est dans la façon dont vos parents vous regardent par rapport à votre sœur. C'est dans le ton de leur voix, la manière dont ils répartissent leur temps, et comment ils la choisissent toujours, sans faute, que ce soit dans les petits moments banals ou les grands tournants de la vie. Ma sœur cadette, Chloé, a 26 ans. Dès sa naissance, elle a été l'enfant chéri incontesté. Celle qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Celle qui absorbait tout l'amour, l'attention et les ressources financières pendant que je regardais depuis l'ombre. En grandissant, la disparité était douloureusement évidente. Si Chloé obtenait un 14/20 à un projet de sciences au collège, mes parents lui offraient une glace et encadraient son diplôme sur le mur du salon. Si j'obtenais un 20/20 à mes examens finaux, j'avais droit à un bref sourire distrait avant qu'il ne ramène immédiatement la conversation sur le prochain gala de danse de Chloé. J'étais son ombre, la doublure permanente dans le théâtre de ma propre famille. Mais malgré tout, je ne l'ai jamais détestée. Bien sûr, je ressentais une profonde amertume face à la façon dont mes parents la plaçaient sur un piédestal incroyablement haut, mais c'était ma sœur. Je l'aimais. À l'époque, je me disais que ce n'était pas sa faute si nos parents nous traitaient différemment. Je pensais naïvement que cela suffirait, que même si les choses n'étaient pas justes dans notre enfance, en tant qu'adultes, nous trouverions notre équilibre et notre relation s'harmoniserait. Je pensais que la maturité remettrait les compteurs à zéro. J'avais tort. Tellement, irrémédiablement tort. Il y a 2 jours, tout ce que je croyais savoir s'est effondré. C'était censé être une soirée de célébration joyeuse. Mes parents nous avaient invités pour un dîner somptueux afin de fêter la grossesse de Chloé. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Elle et son mari, Marc, essayaient de concevoir depuis plus d'1 an, et je savais à quel point fonder une famille comptait pour elle. Je suis donc allée à ce dîner malgré ce nœud familier dans mon estomac que je ressens toujours en présence de ma famille. C'est un rappel physique constant que je ne suis pas assez bien, que je suis perpétuellement le second choix. Mon mari, Léo, était à mes côtés, comme il l'avait été ces 5 dernières années. Léo était un architecte de 30 ans, l'homme que je croyais être mon roc. Il savait exactement à quel point ma relation avec mes parents et ma sœur était compliquée et douloureuse. Il m'avait consolée pendant d'innombrables nuits de larmes après des fêtes de famille où j'étais ignorée. Il avait toujours été mon soutien indéfectible, la seule personne sur cette terre qui me faisait me sentir vue, valorisée et prioritaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Le dîner a commencé normalement, voire bien. Nous étions tous assis autour de l'immense table en acajou de mes parents, riant, trinquant et célébrant la grande nouvelle de Chloé. Mes parents, comme prévu, vibraient pratiquement de fierté. Ma mère s'extasiait sur l'éclat de Chloé pendant sa grossesse, comme si ma sœur venait d'inventer le concept de la maternité. Mon père parlait déjà de créer un plan d'épargne pour les études du bébé. Rien de tout cela ne me surprenait plus. J'avais 28 ans d'entraînement à ravaler ma fierté. J'ai souri, les félicité chaleureusement et fait semblant que tout allait parfaitement bien. C'est plus tard dans la soirée que l'illusion s'est brisée. Après le dessert, je me suis excusée pour aller aux toilettes à l'étage. En redescendant, j'ai emprunté le couloir arrière qui passe devant la cuisine. La maison était bruyante à cause de la musique venant du salon. Mais en approchant de la porte de la cuisine, j'ai surpris mes parents qui chuchotaient frénétiquement. J'aurais dû continuer mon chemin. J'aurais dû me racler la gorge pour signaler ma présence. Mais quelque chose dans le ton pressé et feutré de leur voix a figé mes pas. Et c'est là que j'ai entendu. Ma mère faisait les 100 pas. Sa voix était un sifflement anxieux. Nous emporterons ça dans nos tombes, David. Amélie ne doit jamais, au grand jamais,
savoir quoi que ce soit sur l'erreur de Chloé avec Léo. Le stress ruinerait sa grossesse. Au début, mon cerveau n'arrivait pas à traiter les mots. Je suis restée là, dans le couloir faiblement éclairé, la main suspendue près du cadre de la porte, complètement confuse. Quelle erreur? Qu'est-ce que Léo avait à voir avec Chloé? Puis mon père a soupiré lourdement. Je sais. C'était un manque de jugement. Ils avaient bu. Léo se sent terriblement mal. Chloé se sent terriblement mal. Mais tu as raison. Le dire à Amélie maintenant détruirait simplement la famille, et Chloé ne mérite pas que sa réputation soit ternie pour une stupide aventure d'il y a quelques mois. L'important, c'est qu'elle est enceinte du bébé de Marc maintenant. La réponse m'a frappée avec la force d'un TGV. Il parlait du fait que ma sœur avait couché avec mon mari. Apparemment, c'était arrivé il y a quelques mois et mes parents, les personnes qui m'ont mise au monde, celles qui étaient censées me protéger, l'avaient découvert et avaient activement décidé de ne rien me dire. Ils avaient choisi de protéger Chloé parce qu'elle était leur précieuse et parfaite petite fille et ne méritait pas de faire face aux conséquences de ses propres actions horribles. Ils ont réduit l'ultime trahison de mon mariage à une simple erreur, un léger manque de jugement, qui devait être balayé sous le tapis. Parce que, selon leur logique tordue, la seule chose qui comptait, c'était que Chloé ait enfin réussi à tomber enceinte et à s'assurer sa vie parfaite avec Marc. Je suis restée là, dans le couloir, complètement figée. Je ne pouvais plus bouger mes jambes. Je ne pouvais plus respirer. Les murs de la maison où j'avais grandi semblaient soudain se refermer sur moi, m'écraser. Mon esprit a été instantanément inondé d'un cocktail toxique d'incrédulité, de trahison profonde et d'une rage blanche que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon mari, mon partenaire, l'homme à qui je confiais mes insécurités les plus profondes, l'homme qui me réconfortait à propos de la négligence de ma famille, était un traître. Et il m'avait trahi avec nul autre que ma propre sœur. Pire encore, mes parents le savaient. Ils avaient gardé le secret, choisissant activement de protéger l'image de Chloé au lieu de me dire la vérité. Ils l'avaient encore choisi, elle plutôt que moi, plutôt que ma santé mentale, mon mariage, ma vie. C'était comme si toutes ces décennies passées à me sentir inférieure étaient soudainement et violemment validées. Au moment crucial, ils avaient pris leur décision, et j'étais entièrement sacrifiable. Honnêtement, je ne me souviens même pas comment j'ai quitté cette maison ce soir-là. Je me souviens vaguement être retournée d'un pas raide dans le salon, avoir attrapé mon sac à main avec des mains tremblantes et avoir marmonné un mensonge à propos d'une migraine soudaine et atroce pour devoir partir immédiatement. Je ne pouvais pas les regarder. Je ne pouvais pas regarder le faux sourire aimant de ma mère. Je ne pouvais pas regarder le visage rayonnant de Chloé enceinte. Et je ne pouvais surtout pas regarder Léo, qui s'est instantanément mis à mes côtés, jouant le rôle du mari attentionné et inquiet, me demandant s'il devait conduire. J'ai juste secoué la tête, pris mes clés, suis montée dans ma voiture et suis partie seule. Je ne me souviens pas où je suis allée pendant les 2 premières heures. J'ai juste conduit à l'aveugle dans les rues sombres, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, ayant besoin d'être aussi loin d'eux que physiquement possible. C'était comme si toute ma vie était une blague élaborée et cruelle, comme si rien de ce en quoi j'avais jamais cru n'était réel. Je tombais dans un vide noir absolu sans rien à quoi me raccrocher. Cela fait 2 jours depuis ce dîner, et je n'arrive toujours pas à réaliser complètement. Je n'ai confronté personne. J'ai à peine échangé un seul mot avec Léo depuis cette nuit. Je lui ai dit que je pensais avoir une gastro-entérite sévère et que je devais m'isoler dans la chambre d'amis. Il n'arrête pas de rôder devant la porte, frappant doucement, me demandant ce qui ne va pas, pourquoi je suis si distante, proposant de me faire de la soupe. Chaque fois que j'entends sa voix, la bile me monte à la gorge. Je ne peux même pas le regarder dans les yeux, encore moins lui parler. Chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est lui avec elle, ma sœur, l'enfant chéri. Comment a-t-il pu me faire ça? Comment a-t-elle pu? Et comment mes parents ont-ils pu justifier de le cacher comme si ma réalité entière n'avait aucune importance? Je ne cesse de rejouer cette conversation étouffée de la cuisine dans ma tête, en boucle, une boucle angoissante sans fin. Entendre mes parents dire que l'erreur de Chloé ne devrait pas gâcher sa vie. Mais qu'en est-il de ma vie? Qu'en est-il de mon mariage?
Ça ne compte pas? Est-ce que je ne compte pas? J'ai l'impression d'avoir été complètement effacée. Comme si j'étais un personnage de second plan jetable dans une histoire qui devrait être la mienne, mais qui, d'une manière ou d'une autre, concerne toujours Chloé. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe à quel point elle me détruit, ils construiront toujours une forteresse autour d'elle. Et me voilà assise par terre dans ma chambre d'amis, fixant le mur, essayant de comprendre comment avancer alors que tout ce que je croyais savoir a été bouleversé et incendié. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas si je devrais descendre, confronter Léo et exiger la vérité. Je ne sais pas si je devrais retourner chez mes parents et crier jusqu'à ce que mes cordes vocales saignent. Je ne sais pas qui affronter en premier. Je ne sais même pas si j'ai la force physique de regarder Chloé. La simple pensée d'entendre la pathétique excuse larmoyante qu'elle pourrait avoir pour m'avoir poignardé dans le dos me rend physiquement malade. Mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas garder ce secret enfermé dans ma poitrine, le laissant empoisonner chaque pensée, chaque souvenir, chaque souffle. Une partie de moi veut tout brûler. Je veux détruire leur parfaite petite illusion. Mais une autre partie de moi veut juste faire un sac en pleine nuit, partir, changer de nom et ne jamais regarder en arrière. Je n'ai aucune réponse. J'aimerais savoir comment réparer ça, ou au moins comment y survivre. Mais pour l'instant, tout ce que je ressens, c'est une couverture écrasante et suffocante de trahison et de douleur. C'est pourquoi j'écris ceci à des inconnus. J'ai l'impression de m'effondrer, et j'ai besoin que quelqu'un me dise comment arrêter ça. Mise à jour 1. Cela fait un peu plus de 2 semaines depuis ma publication originale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté. Lire vos mots de soutien et votre indignation partagée a été la seule chose qui m'a maintenue ancrée dans la réalité pendant ces premiers jours. J'ai eu le temps de réfléchir, de surmonter le deuil, surtout, de planifier. Au début, j'étais complètement paralysée par l'ampleur de la trahison. J'ai passé des jours à pleurer jusqu'à ce que mes yeux soient complètement gonflés. Mais finalement, les larmes se sont arrêtées. L'engourdissement paralysant s'est estompé et a été remplacé par quelque chose de complètement différent. Quelque chose de froid, de tranchant, de calculateur et d'incroyablement dangereux. Au départ, je pensais que confronter directement Léo, Chloé et mes parents pourrait m'apporter une forme de conclusion. J'imaginais crier, jeter des objets, exiger des réponses. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que leur crier dessus ne ferait que leur donner l'occasion de me manipuler. Ils pleureraient. Ils trouveraient des excuses. Mes parents défendraient Chloé. Et je finirais par passer pour la sœur folle et hystérique qui ruine une grossesse. J'ai donc opté pour une approche complètement différente. Oui, je vais les confronter, mais pas avec des larmes ou des éclats de voix. Je veux qu'ils ressentent exactement la même terreur et la même humiliation pure et inéluctable que j'ai ressentie dans ce couloir. Je veux me venger et je vais exécuter la vengeance la plus complète, la plus dévastatrice et la plus précise possible, dans les limites strictes de la loi. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai été méticuleuse. J'ai joué le rôle de l'épouse en convalescence, légèrement fatiguée, à la perfection. Ils pensent tous que je ne sais absolument rien. Ils pensent que je suis toujours la fille docile et de second ordre, et l'épouse crédule et confiante qui sourit et accepte tout ce que la famille dicte. Qu'ils continuent de le penser, car pendant qu'ils dormaient sur leurs 2 oreilles, convaincus de s'en être tirés à bon compte, je travaillais dans le silence le plus total. La trahison laisse toujours des traces. Même quand les traîtres se croient des génies de la technologie qui ont effacé leurs pistes, ils finissent toujours par être négligents. Et j'étais déterminée à déterrer chaque secret sordide qu'ils pensaient avoir enterré. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter le catalyseur de mon plan. Quelques jours après ma publication initiale, ma mère m'a appelée. Elle a utilisé son ton habituel, douloureusement joyeux et aigu, agissant comme si tout était parfait dans le monde. Elle a appelé pour me demander si j'organiserais et accueillerais la baby shower de Chloé. Oui, vous avez bien lu. Comme j'ai toujours été traitée comme l'assistante non rémunérée et la bête de somme émotionnelle de la famille, elle a naturellement supposé que j'assumerais l'énorme fardeau de planifier un événement de luxe. Si les rôles avaient été inversés, elle n'aurait jamais osé demander à Chloé de lever le petit doigt pour moi.
Mais elle voulait que je consacre mon temps, mon énergie et mon argent à célébrer la personne même qui avait secrètement anéanti mon mariage. L'audace pure et simple de sa demande m'a laissé littéralement sans voix pendant 10 bonnes secondes. Je suis restée dans ma cuisine, agrippant le téléphone, les jointures blanches, puis une pensée terriblement claire s'est cristallisée dans mon esprit. C'était ça. C'était la scène. C'était l'occasion absolument parfaite de rassembler toutes les personnes qui comptaient pour eux. La famille, les amis, la famille conservatrice de Marc, et de préparer le terrain pour leur destruction totale. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai forcé un sourire dans ma voix et j'ai accepté. Je lui ai dit que je serais absolument honorée de l'organiser. Je me suis assurée que mon ton était léger et enthousiaste, masquant complètement le venin qui coulait dans mes veines. Oh, merveilleux, a gazouillé ma mère, semblant presque euphorique. Chloé sera tellement, tellement heureuse. Amélie, tu sais à quel point elle t'admire. J'ai souri d'un véritable sourire sombre au mur. Je sais, maman. Je vais m'assurer que ce soit un jour qu'elle n'oubliera jamais. Une fois la baby shower fixée dans 3 semaines, je savais que j'avais une date limite. J'avais besoin de preuves tangibles et irréfutables. Les jours suivants, je suis devenue un fantôme dans ma propre maison. La nuit, après avoir glissé un antihistaminique puissant écrasé dans le thé du soir de Léo pour m'assurer qu'il dorme comme une souche, je me suis mise au travail. J'ai fouillé son téléphone, son iPad, son ordinateur portable et ses disques durs externes. Au début, j'avais peur de ne rien trouver. Léo travaille dans la tech. Il n'est pas idiot, mais l'arrogance engendre la négligence. La première preuve est venue sous la forme d'un dossier caché protégé par mot de passe sur son ordinateur portable. Il se croyait malin, l'ayant enfoui profondément dans ses fichiers de projet d'architecture sous le nom de « Études de site B » archivés. Mais nous étions ensemble depuis 5 ans. Je connais ses mots de passe par défaut. Je connais les variations qu'il utilise lorsqu'il est obligé d'inclure un caractère spécial. Il m'a fallu 3 essais pour y entrer. Quand le dossier s'est ouvert, mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur, il y avait des photos, des centaines d'entre elles, des photos de lui et de Chloé. Et ce n'était pas juste une erreur d'un soir, sous l'emprise de l'alcool, comme mon père l'avait prétendu dans le couloir. C'était une liaison élaborée, à part entière, qui s'était étendue sur au moins 4 mois. Certaines photos étaient des selfies d'eux dans des lits d'hôtel, souriant à l'appareil. D'autres étaient beaucoup plus explicites, intimes, compromettantes, des preuves indéniables de ce qu'ils avaient fait dans mon dos. Mon estomac s'est violemment retourné. J'ai dû courir aux toilettes et avoir des hauts le cœur au-dessus du lavabo. La douleur était un poids physique sur ma poitrine. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai copié chaque fichier sur une clé USB cryptée et sécurisée. Les nuits suivantes, j'ai creusé plus profondément. J'ai accédé à ces anciennes sauvegardes iCloud et j'ai trouvé les SMS supprimés. J'ai trouvé des conversations entières entre Léo et Chloé. Ils parlaient de l'excitation que cela procurait. Ils parlaient de mon inconscience. Ils planifiaient méticuleusement leur rendez-vous en fonction de mon emploi du temps et des voyages d'affaires de Marc. Leurs mots étaient si désinvoltes, si dénués de culpabilité. Ils me traitaient comme un inconvénient logistique mineur dans leur grande romance. Mais la véritable bombe est tombée lorsque j'ai trouvé les captures d'écran que Chloé avait envoyées à Léo. C'étaient des captures d'écran de conversation par SMS entre Chloé et notre mère. Ma mère n'avait pas seulement découvert l'affaire après coup. Elle les avait activement aidés à gérer les retombées quand Chloé a commencé à se sentir coupable. Il y avait des messages de ma mère disant « Amélie n'a pas besoin de savoir, ma chérie. Ça lui briserait son cœur fragile. Nous devons protéger ton image, surtout maintenant que Marc parle d'enfant. Ce qui est fait est fait. » Chloé avait transféré ses messages à Léo, en ajoutant son propre commentaire. « Tu vois, même maman est d'accord pour qu'on enterre ça. On n'a pas à s'inquiéter qu'Amélie le découvre. Mes parents nous couvrent. » Lire ces mots, c'était comme recevoir des coups de couteau répétés dans la poitrine. Ma propre mère, la femme qui m'a mise au monde. Elle se fichait de mon mariage. Elle se fichait de mon cœur.
Tout ce qu'il importait, c'était de s'assurer que son enfant chéri n'ait pas à faire face aux conséquences sociales d'être une briseuse de ménage. J'ai absolument tout sauvegardé. Chaque photo, chaque texto, chaque horodatage. Je l'ai sauvegardé sur 3 serveurs cloud différents et 2 disques durs physiques. Je ne vais pas me précipiter. Je vais attendre la baby shower. J'ai déjà commencé les préparatifs. Je dépense mon propre argent pour m'assurer que ce soit l'événement le plus somptueux et le plus fréquenté de l'année. Je veux que tout le monde soit là, et quand le moment sera venu, je m'assurerai que lorsque leur château de cartes s'effondrera, les débris couperont profondément. Ils ne sauront pas ce qui leur est arrivé. Mise à jour 2. Cela fait exactement 1 semaine depuis la baby shower. Et honnêtement, les événements de cette journée semblent encore s'être déroulés dans un film surréaliste au ralenti. La chute d'adrénaline qui a suivi a été intense, mais la satisfaction pure et simple, indescriptible. Tant de choses se sont passées, et je dois partager chaque détail de la façon dont le jour parfait de l'enfant chéri s'est transformé en point zéro. J'ai passé toute la journée de la fête à jouer le rôle de l'hôtesse dévouée par excellence. Le lieu était un magnifique et chic domaine de campagne avec des baies vitrées donnant sur un parcours de golf. Je n'avais reculé devant aucune dépense, utilisant principalement le compte joint que Léo et moi partagions, ce qui ressemblait à une justice poétique. Il y avait des arches de ballons pastel, un énorme buffet traiteur, du champagne pour les invités et une pièce montée personnalisée à 3 étages. À l'intérieur, j'étais un ressort tendu. La façade que j'arborais était soigneusement, impeccablement conçue. J'étais la sœur solidaire, la fille joyeuse, l'épouse obéissante et aimante. J'ai accueilli tout le monde avec une accolade chaleureuse. J'ai souri jusqu'à en avoir mal aux joues. Tout le monde était là, ma famille élargie, le groupe d'amis tentaculaires de Chloé, les parents de Marc, ses grands-parents et divers collègues. Plus de 60 personnes, toutes réunies pour célébrer le miracle de la grossesse de Chloé. Aucune d'entre elles n'avait la moindre idée de l'ouragan de catégorie 5 qui se préparait derrière mon sourire poli. Ma mère, sans surprise, flottait pratiquement dans les airs. Elle se promenait dans la pièce avec une flûte de champagne, se vantant auprès de quiconque voulait bien l'écouter de la perfection de la vie de Chloé, de la merveille qu'était Marc et du travail décent que j'avais fait pour organiser la fête de sa sœur. Mes parents étaient complètement inconscients. Ils n'avaient aucune idée que l'événement principal n'était pas la découpe du gâteau. Le vrai cadeau arrivait, et il venait de moi. Au fil des heures, j'étais parfaitement consciente de mon cœur qui s'emballait. Je sentais mon pouls battre dans ma gorge, non pas d'anxiété, mais de l'anticipation brute du chaos absolu que j'étais sur le point de déchaîner. J'ai engagé des conversations légères, j'ai ri aux terribles blagues de golf du père de Marc et j'ai méticuleusement arrangé la montagne de cadeaux de naissance sur la table d'exposition centrale. Pendant tout ce temps, j'observais Chloé. Elle était radieuse, absorbant l'attention comme une éponge, tenant la cour dans un grand fauteuil en osier. Léo se tenait près du bar, l'air détendu, discutant avec mes oncles. Je les ai vus échanger un bref regard secret à travers la pièce, un petit sourire en coin qui a glacé mon sang. Profitez-en, pensais-je. Profitez de votre dernière heure de paix. Le moment est enfin arrivé. C'était l'heure des cadeaux. Tout le monde s'est rassemblé en un grand demi-cercle autour du trône de Chloé. Ils ont applaudi et acclamé alors qu'elle ouvrait de minuscules bodies, des poussettes coûteuses et des hochets en argent. Je me tenais à l'écart, attendant. Quand la pile s'est finalement réduite à une dernière boîte magnifiquement emballée, posée sur un piédestal séparé, je me suis avancée. La salle s'est naturellement calmée. J'ai pris la boîte. J'avais mis un immense effort dans la présentation. Elle était enveloppée dans un exquis papier argenté épais, noué avec un luxueux ruban de soie. On aurait dit quelque chose sorti d'une boutique de luxe. Tout le monde, ai-je dit, ma voix se projetant clairement à travers la salle silencieuse, si je pouvais avoir votre attention un instant. Chloé m'a regardé avec un sourire éclatant et plein d'attente. Ma mère rayonnait, prête à m'entendre prononcer un discours larmoyant et soumis sur l'amour que je portais à ma sœur. Ce dernier cadeau est de ma part, ai-je continué, tendant la boîte à Chloé. Je voulais t'offrir quelque chose qui capture vraiment l'essence de notre famille, quelque chose d'inoubliable.
Ça vient du plus profond de mon cœur. Chloé a tendu la main avec empressement et a pris la boîte, la posant sur ses genoux. Oh, Amélie, tu n'aurais pas dû, a-t-elle roucoulé assez fort pour l'auditoire. Oh, si, il le fallait vraiment, ai-je répondu doucement. Tout le monde s'est penché, murmurant d'anticipation. Chloé a défait le ruban de soie. Elle a soigneusement décollé le papier argenté. Elle a soulevé le couvercle de la boîte. À l'intérieur se trouvaient 50 photographies imprimées en format 20x25, sur papier glacé. J'ai observé attentivement son visage. Elle a pris la photo du dessus. Au début, son expression n'était que confusion. Puis, ses yeux se sont écarquillés. Le sang a instantanément quitté son visage, la laissant avec l'aspect d'une statue de cire. Ses mains se sont mises à trembler violemment. Les photos étaient les images les plus accablantes et indéniables du dossier caché de Léo. Des selfies d'eux au lit ensemble, des gros plans de leur baiser, horodatés, des preuves explicites et claires de leur liaison de plusieurs mois. Qu'est-ce que c'est, a murmuré Chloé, la voix brisée, les photos lui glissant des doigts tremblants et tombant sur le sol. Les invités du premier rang, y compris la mère de Marc, ont instinctivement baissé les yeux sur les photos éparpillées. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Le silence joyeux s'est brisé en hoquet de stupeur. La mère de Marc a couvert sa bouche, les yeux exorbités. Amélie, mais qu'est-ce que tu lui as donné, a exigé ma mère, s'avançant, son ton sec et autoritaire. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une petite télécommande de ma poche. Derrière le fauteuil de Chloé se trouvaient 2 immenses rideaux de velours décoratif que j'avais dit au personnel de la salle être là pour cacher une vilaine porte de service. J'ai appuyé sur le bouton. Les rideaux se sont écartés mécaniquement. Derrière eux se trouvaient 3 immenses impressions de 1 m20 sur 1 m80 des photos les plus accablantes, à côté de captures d'écran agrandies des messages entre Chloé et Léo, et surtout, des textos entre Chloé et ma mère, conspirant pour tout cacher. La vérité était maintenant littéralement placardée sur le mur pour que chaque personne puisse la lire. Une galerie géante et indéniable de la trahison. La salle a explosé. C'était le chaos absolu. Marc s'est frayé un chemin vers l'avant, fixant les affiches géantes. Son visage est passé du pâle à une nuance profonde et dangereuse de violet. Il s'est retourné et a regardé Chloé, qui sanglotait maintenant hystériquement, se tenant le ventre. C'est vrai, ça, a hurlé Marc, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. C'est toi et Léo ? Léo, qui était au bar, a tenté de se frayer un chemin agressivement à travers la foule vers la sortie, mais le frère de Marc l'a attrapé par le col et l'a violemment poussé contre une table, faisant voler des verres en éclats. Mes parents étaient figés par la panique. Mon père a essayé de se placer devant les affiches pour les bloquer, mais elles étaient trop grandes. Ma mère s'est précipitée vers Chloé, s'écriant « C'est une erreur, Amélie. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur enceinte ?» J'ai pris un microphone qui était destiné au discours. Je n'ai rien fait, maman. Ma voix a tonné dans les haut-parleurs, couvrant les cris. Chloé a couché avec mon mari pendant 4 mois. Et toi et papa, vous l'avez aidé à le cacher pour que sa petite image parfaite ne soit pas ruinée. Eh bien, l'image est ruinée. Passé une excellente baby shower, tout le monde. Marc criait sur Chloé, la traitant de traîtresse, exigeant de savoir si le bébé était le sien. Léo essayait de se défaire de l'emprise du frère de Marc. Ma mère sanglotait, et mon père criait au personnel du domaine de retirer les affiches. Debout là, au milieu de ce chaos absolu, entouré par la destruction des personnes qui m'avaient détruite, j'ai ressenti quelque chose d'incroyablement étrange. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais plus en colère. J'ai ressenti un sentiment profond et écrasant de libération. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté toute ma vie avait disparu. Quelques-uns de mes cousins se sont approchés de moi, l'air choqué, me proposant de me raccompagner à ma voiture, mais je n'avais pas besoin de réconfort. J'avais fait exactement ce qui devait être fait. J'ai calmement posé le micro, pris mon sac à main, suis sorti par les portes principales du domaine et je suis parti en voiture, les laissant brûler dans le feu qu'ils avaient eux-mêmes allumé. Mise à jour 3.
2 semaines se sont écoulées depuis la baby shower explosive, et la poussière a enfin commencé à retomber suffisamment pour que je puisse partager les conséquences folles et tentaculaires. La nuit où j'ai lâché la bombe nucléaire et suis partie, je suis allée directement à l'hôtel. J'avais déjà fait un sac quelques jours auparavant. J'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi 14 heures d'affilée. Le meilleur sommeil de toute ma vie. Je n'ai connu toute l'étendue de ce qui s'est passé après mon départ que quelques jours plus tard, lorsque Jeanne, l'une des amies les plus proches de Chloé, a réussi à retrouver mon adresse email professionnelle et à me contacter. Jeanne avait été demoiselle d'honneur au mariage de Chloé. Elle était farouchement loyale envers ma sœur, du moins, elle l'était, jusqu'à ce qu'elle voie ses affiches. Jeanne m'a demandé si nous pouvions nous voir pour un café. Lorsque nous nous sommes assises, elle avait l'air épuisée, les yeux rougis. Son ton oscillait entre l'incrédulité la plus totale et un dégoût viscéral. Elle m'a dit que voir la preuve indéniable de la trahison de Chloé avait complètement brisé sa réalité. Selon les mots de Jeanne, si Chloé pouvait regarder sa propre sœur dans les yeux et sourire tout en couchant activement avec son mari, quelle garantie avions-nous qu'elle ne nous ferait pas la même chose ? La sociopathie pure requise pour maintenir ce mensonge avait terrifié Jeanne. Elle m'a dit qu'elle avait officiellement bloqué Chloé partout et mis fin à leur amitié de 10 ans. Mais ensuite, Jeanne a baissé la voix et m'a demandé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle m'a demandé des conseils sur la façon dont j'avais enquêté sur Léo. Elle a dit que son propre mari agissait bizarrement depuis des mois et que Chloé avait toujours été étrangement tactile avec lui. J'ai expliqué à Jeanne exactement comment vérifier les dossiers cachés, comment récupérer les messages iPhone supprimés via les sauvegardes iCloud et quels signes comportementaux spécifiques rechercher. Je lui ai dit de se préparer et j'ai précisé que si elle découvrait quoi que ce soit, je voulais le savoir. Mais Jeanne ne voulait pas seulement des conseils. Elle était venue me raconter en détail ce qui s'était passé au domaine après ma sortie dramatique. Et, mon Dieu, ce fut un bain de sang. Apparemment, après mon départ, le lieu s'est transformé en un véritable champ de bataille. La famille de Marc est très traditionnelle, très fière, et possède une mèche notoirement courte. Une fois le choc initial passé et qu'ils ont pleinement compris que la femme de leur fils n'était pas seulement une trompeuse, mais que ses parents avaient activement conspiré pour le cacher, l'enfer s'est déchaîné. Marc criait sur Chloé, exigeant le divorce sur le champ. Les parents de Marc lançaient des insultes dures et dévastatrices à Chloé. Mon père, s'accrochant à ce qui lui restait de dignité en lambeaux, a tenté d'intervenir. Il s'est interposé entre les parents de Marc et Chloé, criant qu'elle était enceinte et qu'il devait reculer. Le père de Marc n'allait pas se laisser faire. Il s'est approché de mon père et a hurlé que leur précieux enfant chéri n'était rien d'autre qu'une prostituée de Babylone. Et selon Jeanne, il a enchaîné avec un terme beaucoup plus cru et irreproduisible qui a résonné contre les murs. Ce commentaire a poussé mon père à bout. Il s'est littéralement jeté sur le père de Marc, avec l'intention de régler les choses physiquement. Ça ne s'est pas bien passé pour lui. Le père de Marc, un homme qui passe ses week-ends à faire de la boxe amateur, n'a même pas sourcillé. Il a esquivé le coup de poing désordonné de mon père et a asséné un unique crochet parfaitement exécuté en plein sur la mâchoire de mon père. Mon père est tombé lourdement. Il n'a pas perdu connaissance, mais il est resté au sol en gémissant, probablement trop humilié ou trop effrayé de se faire frapper à nouveau pour se relever. Mais les hommes n'étaient pas les seuls à en venir aux mains. La mère de Marc, absolument enragée par tout le spectacle, a commencé à crier sur ma mère, la traitant de manipulatrice et de complice. Ma mère, totalement incapable d'accepter la critique, a hurlé en retour, traitant le père de Marc de gorille violent pour avoir frappé son mari. Cela a provoqué la mère de Marc, qui s'est jetée physiquement sur ma mère par-dessus la table des cadeaux. La scène que Jeanne a décrite était brutale et hilarante. La mère de Marc a attrapé une poignée de la chevelure parfaitement coiffée de ma mère et a tiré si fort que ma mère a hurlé. Ils ont dû être séparés physiquement par le personnel du traiteur et le frère de Marc. Au moment où ils les ont séparés, ma mère avait perdu une véritable touffe de cheveux. Jeanne a dit qu'un des oncles a plaisanté bruyamment en disant que ma mère ferait bien de commencer à chercher une bonne perruque, ce qui a fait fondre ma mère en larmes hystériques. Finalement, le directeur du domaine a menacé d'appeler la police, et les invités se sont dispersés. J'avoue que, au fond de moi,
je ressens une immense pointe de regret de ne pas être resté pour observer les retombées à une distance de sécurité. C'est un peu comme le sentiment que l'on a quand on manque l'école le seul jour où une bataille de nourriture géante éclate à la cantine. Mais malgré ma curiosité, je sais que partir était le bon choix pour ma propre santé mentale. Étonnamment, Chloé est sortie de la situation physiquement indemne. Non pas qu'elle ne méritait pas une gifle, mais parce que toutes les personnes présentes, même les beaux-parents furieux, ont eu assez de retenue morale pour ne pas agresser physiquement une femme enceinte. Et honnêtement, bien qu'il y ait une très forte probabilité que le bébé qu'elle porte soit celui de Léo, ce n'est pas la faute de l'enfant à naître si sa mère est un monstre trompeur et perfide. Mise à jour 4. Quelques mois se sont écoulés depuis la baby shower, et les dominos ont continué de tomber de manière spectaculaire. J'ai tellement de choses à vous raconter, notamment en ce qui concerne les divorces, la paternité et un énorme rebondissement que je n'avais même pas vu venir. En ce qui concerne mon futur ex-mari, Léo, les choses ont progressé rapidement. J'ai immédiatement fait rédiger les papiers du divorce par mon avocat, citant l'infidélité avec des preuves irréfutables jointes. Je les lui ai fait signifier à son bureau pour maximiser l'embarras public. Pendant la bagarre de la fête, Léo avait miraculeusement évité de se faire frapper. Jeanne m'a dit qu'il s'était pratiquement glissé contre le mur, gardant la tête basse et se rendant invisible pendant que les pères et les mères se battaient. C'était une stratégie lâche, mais elle a fonctionné sur le moment. Il a évité le coup de poing du père de Marc, un coup que Léo méritait absolument plus que quiconque. Mais sa chance a tourné plus tard dans la nuit. Quand Léo est finalement rentré à pas de loup à notre maison après la fête, il a constaté que sa clé ne fonctionnait pas. J'avais appelé un serrurier en allant à l'hôtel. De plus, il a trouvé absolument tous ses vêtements, ses clubs de golf, ses appareils électroniques et sa précieuse machine à expresso jetée en vrac sur la pelouse. Je n'avais laissé aucun de ces objets à l'intérieur. Tout était posé sur l'herbe humide, l'attendant. Il n'a pas frappé. Il n'a pas essayé de m'appeler. Il savait que c'était fini. Il a silencieusement emballé ses sacs poubelles dans sa voiture et est parti. Notre divorce a été finalisé remarquablement vite puisque nous n'avions pas d'enfants et que j'avais une montagne de preuves. Il n'a pas osé se battre pour une pension alimentaire. Nous avons vendu la maison, partagé équitablement la plus-value et coupé tous les ponts. Je suis officiellement une femme libre. Mais souvenez-vous de Jeanne, l'ex-meilleure amie de Chloé qui m'avait demandé comment espionner son mari. Eh bien, comme on dit, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la figure. Et c'est exactement ce qui est finalement arrivé à Léo. Quelques semaines après la baby shower, Jeanne a exécuté les méthodes d'enquête technologique que je lui avais enseignées. Et elle a touché le jackpot. Elle a découvert que son propre mari avait aussi couché avec Chloé. Oui, ma sœur, tout en essayant de tomber enceinte avec Marc, couchait simultanément avec mon mari et le mari de sa meilleure amie. La logistique de la chose est honnêtement déconcertante. Jeanne a immédiatement confronté son mari. Pendant leur dispute, Jeanne lui a jeté les affiches de la baby shower au visage, révélant qu'elle était au courant pour Chloé et Léo. Son mari, dans une étrange tournure de machisme et de jalousie déplacée, était furieux d'apprendre que Chloé couchait avec Léo en même temps qu'elle couchait avec lui. Alors, qu'a fait le mari de Jeanne? Il a conduit directement à la nouvelle adresse de Chloé. Chloé avait emménagé dans un petit appartement en location, et Léo, n'ayant nulle part où aller et supposant que le bébé de Chloé était le sien, avait emménagé avec elle. Le mari de Jeanne a défoncé la porte d'entrée, s'est dirigé droit sur Léo et lui a décoché un direct du droit dévastateur en plein visage, lui cassant le nez. Léo a finalement reçu le coup de poing qu'il avait esquivé à la baby shower. Léo a bien tenté de poursuivre le mari de Jeanne pour agression, mais d'après ce que j'ai entendu, la police a trouvé l'histoire risible quand ils ont entendu le contexte, et les charges n'ont abouti à rien. Honnêtement, les aspects juridiques ne m'intéressent pas trop. Je suis juste profondément satisfaite que le karma ait été rendu par un point fermé. Pendant ce temps, Marc s'est complètement lavé les mains de Chloé. Il a quitté leur domicile conjugal le lendemain de la fête et a immédiatement demandé le divorce.
Le divorce a traîné un peu plus longtemps que le mien à cause de la grossesse, mais il s'est battu bec et ongles pour s'assurer qu'il ne serait pas responsable d'un enfant qui n'était probablement pas le sien. Et cela m'amène au grand final, la naissance et le test ADN. Il y a un mois, Chloé a donné naissance à un bébé en bonne santé. Dès la naissance de l'enfant, des tests ADN ordonnés par le tribunal ont été administrés. Léo était en sueur, s'attendant pleinement à être père et à être lié à Chloé pour toujours. Les résultats sont revenus. Léo n'est pas le père. Dans une tournure du destin hilarante et ironique, le bébé appartient au futur ex-mari de Jeanne. Quand Léo a appris qu'il n'était pas le père, il a subi une dépression nerveuse massive. Il était furieux que Chloé ait couché avec un autre homme en plus de lui et de son propre mari, et il a eu l'audace absolue de faire ses valises et de quitter l'appartement de Chloé. Il ne pouvait pas supporter l'idée que la femme avec qui il avait trompé sa femme était elle-même une trompeuse. L'hypocrisie est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Ça me fait éclater de rire. Comment un homme qui a jeté son mariage de 5 ans pour coucher avec la sœur de sa femme peut-il se sentir trahi parce que sa maîtresse n'était pas entièrement fidèle à son partenaire d'adultère? La logique des infidèles est un labyrinthe de stupidité que je ne comprendrai jamais. Ce qui me choque vraiment, c'est que connaissant Chloé, il aurait très bien pu y avoir un 4e ou un 5e candidat à la paternité. Mais honnêtement, étant donné qui sont mes parents et ma sœur, rien de cette folie ne semble plus hors de propos. Pour eux, ce niveau de tromperie, de drame et de chaos n'est qu'un mardi comme les autres. Ils vivent dans une réalité si toxique et moralement en faillite qu'ils semblent à peine comprendre l'absurdité absolue de leur propre vie. Et non, ni mes parents ni ma sœur n'ont tenté de me contacter depuis la baby shower. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de diatribes furieuses, rien. Mais cette fois, je vais leur accorder le bénéfice du doute et supposer qu'ils sont simplement trop occupés à naviguer dans les décombres fumants des vies qu'ils ont détruites. Mise à jour 5. Tout d'abord, laissez-moi clarifier quelque chose, car j'ai reçu quelques messages de personnes qui n'ont pas tout à fait saisi le ton de ma dernière mise à jour. Quand j'ai dit que j'accordais à ma famille le bénéfice du doute pour ne pas m'avoir contacté, j'étais extrêmement sarcastique. Non, je ne pense pas qu'ils se soient jamais vraiment souciés de moi. Même s'il n'y avait pas eu un scandale nucléaire de cette ampleur, ils n'auraient toujours pas pris la peine de prendre de mes nouvelles juste pour savoir comment j'allais. Ils sont fondamentalement incapables de voir au-delà de leurs propres besoins égoïstes. Alors, où en est tout le monde maintenant ? Avec le départ de Léo et le mari de Jeanne ne voulant plus rien avoir à faire avec elle, à part payer la pension alimentaire ordonnée par le tribunal, Chloé s'est retrouvée complètement seule avec un nouveau-né. Le père biologique a décidé que rester avec quelqu'un d'aussi peu fiable et chaotique que ma sœur était une punition qu'il n'était pas prêt à endurer. Alors, Chloé a pris son bébé et est retournée vivre chez nos parents. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit sur Terre où elle est encore accueillie à bras ouverts. Mes parents, malgré l'humiliation publique, les cheveux arrachés, les mâchoires meurtries et les familles brisées, ont accueilli leur enfant chéri de retour au bercail. Ils sont probablement déjà en train de tisser un récit pour leurs amis restant sur la façon dont Chloé est une victime tragique des circonstances. Quant à Marc, son divorce s'est magnifiquement conclu. Parce que le test ADN a prouvé qu'il n'était pas le père. Et en raison de la preuve irréfutable d'infidélité, la maison qu'il partageait a été vendue et il n'a pas à payer un seul centime de pension alimentaire pour l'enfant ou pour son ex-femme. Il a pu s'en aller complètement libre. C'est comme si la vie lui avait tendu un parachute doré pour sortir d'un avion en perdition. Et je ne pourrais pas être plus heureuse pour lui. Nous avons d'ailleurs pris un café la semaine dernière pour célébrer notre liberté mutuelle. Il a l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. Le divorce de Jeanne est également finalisé. Elle a plumé son mari infidèle lors du règlement et déménage à l'autre bout du pays pour prendre un nouveau départ. En ce qui concerne le drame physique et les coups de poing, il semble que les choses se soient enfin calmées. Bien que, avec tout ce qui s'est passé, il soit abondamment clair que plusieurs personnes dans cette histoire méritent encore désespérément un autre coup de poing au visage. Pour l'instant, les cris ont cessé. La poussière est retombée, mais les souvenirs de cette baby shower resteront gravés à jamais dans l'esprit de tous ceux qui y ont assisté. Et les cicatrices resteront sur les visages de ceux qui ont tenté de combattre la vérité. Quant à moi, je vais merveilleusement bien.
J'ai 30 ans, je suis célibataire, financièrement stable et complètement libérée. Pendant 28 ans, j'ai désespérément cherché une place dans ma famille, mendiant des miettes d'affection de la part de personnes qui me considéraient comme un accessoire. Toute cette épreuve, aussi angoissante qu'elle ait été, a été le cadeau ultime. Elle m'a libérée. Ils m'ont montré exactement qui ils sont, et je n'aurai plus jamais à leur parler. Je ne suis plus l'ombre. Je suis enfin le personnage principal de ma propre vie.